Bonjour, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai transformé le mur de mon salon en salle de classe. Alors, je sais, on ne voit pas très bien, tout simplement parce que mon téléphone est sur un meuble et que je ne peux pas l'approcher, mais quand je vous montrerai des petits éléments au fur et à mesure. Et puis, je vous ai fait des photos de chacune des vignettes que je vais vous envoyer. Alors, les filles, aujourd'hui, on va travailler un nouveau chapitre, à savoir la Révolution française. Ça s'est passé au XVIIIe siècle, en 1789 en particulier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en premier, avant de commencer, je voudrais vous parler du pourquoi il est important de savoir ce qu'il y a comme politique au XVIIIe siècle en France. Alors, j'espère que c'est bon. Hop. En France, il y a ce qu'on appelle la monarchie absolue. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Monarchie, c'est que nous sommes dans un pays dirigé par un roi. Absolu, que le roi a tous les pouvoirs. Et dernier point, que ce roi a été roi par volonté divine. C'est ce qu'on a appelé le droit divin. Et c'est ça qui pose des problèmes à cette époque, tout simplement parce que va se diffuser dans la société, et c'est ma partie 1, la chute de l'Ancien Régime. Donc Ancien Régime, ça concerne les rois et les monarques. Qu'est-ce qui va se diffuser dans cette période? Eh bien, des idées. Il y a des penseurs, on l'a déjà vu dans le cours sur l'Amérique, il y a des penseurs, Diderot, Voltaire, Montesquieu et Rousseau, qui vont écrire un bouquin très important qu'on appelle l'Encyclopédie des Lumières, que vous avez ici. Dans cette encyclopédie, 3 idées reviennent. La souveraineté et la volonté générale, la tolérance religieuse et la séparation des pouvoirs. Si je résume et si je reprends ces éléments, souveraineté et volonté générale, ça veut dire que le peuple devrait être capable de choisir par lui-même comment il veut vivre sa vie sans avoir à rendre des comptes à l'État. Le peuple est oppressé à cette époque. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de dire grand-chose. Il n'y a pas cette liberté de pensée, interdiction. Tolérance religieuse. En France, il n'y a que la religion catholique qui compte. Que les catholiques. C'est-à-dire que les personnes qui sont protestantes, orthodoxes, et je passe juives, etc., sont intolérées sur le sol français. Et eux, ils veulent cette tolérance. Dernier point, la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que le roi, que vous avez ici, Louis XVI, a tous les pouvoirs. Il est seul à décider. Ici, les Lumières expliquent qu'ils veulent séparer les pouvoirs. Ça, c'est vraiment ce qui va être le point de naissance de la pensée de la Révolution française. Deuxième chose, l'économie. L'économie, ça ne va pas. En 1789, les gens ont faim, les gens ont froid, les gens n'ont pas un salaire qui augmente. Par contre, tout augmente, en particulier le pain. Et la première chose qu'on va voir apparaître, c'est la fermeture des magasins au printemps 1789, parce que il n'y a plus de farine. Les magasins ne peuvent plus acheter la farine. Donc, on ferme. Pour information, le pain est passé de 12 livres à 40 livres. Or, les salaires, eux, n'ont pas bougé. La conséquence à cette première crise, c'est la conséquence
alimentaire. Il va y avoir une crise alimentaire. La réponse du gouvernement, on met des impôts. Vous imaginez, je viens de vous dire que le peuple meurt de faim, n'a plus d'argent et le roi décide d'augmenter les impôts. Donc, d'une crise alimentaire, on va passer à une crise économique. À une crise économique. Et de la crise économique, on va passer à une crise sociale. Et là, c'est le début de la Révolution française. Pourquoi? Parce que Louis XVI, roi des Français, on veut lui proposer des éléments pour éviter cette crise. On lui en propose 3. La première, faire des réformes du gouvernement. Deuxième, arrêter tous les privilèges des nobles et des riches. Troisième, baisser les impôts. Et vous savez ce qu'il est bon? Nanana, je suis pas d'accord. Et donc lui, il se trouve sa propre solution. Sa solution, c'est organiser un immense débat avec les 3 représentants du peuple, divisés en 3 ordres à l'époque. Tout en haut, on a le roi et la noblesse. En dessous, le clergé. Et en dernier, tout en bas, vraiment relayé au plus bas niveau de la couche de la société, là, c'est ce qu'on appelle le tiers-état. Le problème, c'est que cette noblesse et ce clergé représentent 4% de la population. Ici, le tiers-état représente 96% de la population. Donc, le tiers-état, souvent des avocats, des bourgeois, mais aussi des paysans, propose au roi de voter les idées par tête, c'est-à-dire par nombre de personnes dans chaque ordre. Et le roi répond, voter par tête? Hors de question. Non! Il dit un non ferme, ce qui va entraîner la révolte. Allez, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo.